Ce soir, on reçoit quelqu'un qui fait le métier qu'on voulait tous faire quand on était petit. Explorateur. Son nom est Christian Clot et son projet est fou. Explorer les lieux qui ont les conditions climatiques les plus extrêmes de la planète. Avant son départ pour la Sibérie, dimanche prochain, voici Christian Clot. Bonsoir Christian, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Alors vous avez sur votre veste votre nom au cas où vous l'oubliez. Oui, si je l'oublie, bah oui, ça peut arriver. Pourquoi la Suisse? Parce que je suis aussi suisse. Et Okay, oui, franco-suisse. oui. Et ça, c'est l'écusson De l'expédition adaptation 4 fois 30 jours. Très bien. Alors en ce moment, tout le monde se caille en France, mais pour vous c'est cool. Hein. Vous trouvez le climat actuel plutôt tempéré. Oh, bah oui, c'est bien. Moi, je suis arrivé là, j'étais en Amazonie, il pleuvait tous les jours. J'arrive ici, il fait tranquillement frais. Oui, pour vous c'est... Voilà. Non, bah, ça vous... non, sérieux, c'est plutôt ça va. On annonce moins 25 pendant quelques jours. Moi, je trouve ça sympa. J'aurai moins 60 en Sibérie, donc forcément... Alors vous êtes ici pour nous parler de votre projet qui s'appelle Adaptation. Ce projet est censé pouvoir répondre aux questions suivantes. Comment le cerveau se modifie en fonction des conditions de vie? Comment l'humain s'adapte dans les lieux qui ne sont pas faits pour lui? Comment trouver l'énergie de vivre alors que tout semble perdu? Est-ce que j'ai bien résumé le projet? Dit comme ça fait peur en tout cas, mais... Ouais, mais c'est ça. Non, c'est ça, c'est que l'idée c'est de voir si le cerveau humain est capable de s'adapter aux situations changeantes. Et pour ça, j'ai choisi d'aller dans les situations les pires, les plus complexes, parce que finalement quand on pousse à l'extrême une situation, on trouvera toujours des solutions pour les situations les plus simples. Donc c'est ça qu'il faut faire, quoi. Alors il y a quoi? Le chaud, le froid, l'humidité. Alors c'est chaud La humide, sécheresse. froid humide, chaud sec, froid sec. C'est vrai. Adaptation, c'est la traversée des 4 milieux les plus extrêmes de la planète, d'abord en solitaire, puis en groupe. Vous avez commencé dans le désert iranien, température plus 60 degrés, taux d'humidité 2% et rien à perte de vue. C'est un peu dur des fois. Oh, quand même. Le paysage est très monotone, mais c'est un désert, en même temps, c'est normal. Deuxième étape, les canaux de Patagonie, température glaciale et humidité record. Je suis heureux de partir, un peu anxieux forcément. Et là, vous rentrez de l'Amazonie, température plus 40% taux, plus 40 degrés et taux d'humidité de 100%. Et à la fin de ces 30 jours, 2017 s'ouvre pour moi avec la fin de cette étape amazonienne. vous étiez ému. Vous étiez ému. Je perds mes mots parce que je suis trop ému. Sortir d'un milieu après 30 jours, comme ça, c'est... Ouais. Et la dernière étape, ce sera à partir de dimanche, la Sibérie. Comme on peut l'imaginer, elle va faire froid, très froid. Quasiment moins 60 degrés relevés au cours de ce lundi. Il faut savoir qu'au cours de l'après-midi, ça ne montera pas au-dessus de moins 50. Alors à quoi ressemble ce coin de la Sibérie? Eh bien quand par exemple vous jetez de l'eau en l'air, ça donne ça. Voilà. Ça cristallise. Voilà. Et là vous y allez dimanche. Bah, là, je pars de dimanche. Voilà. Vous allez vous habiller comment? Je sais pas encore en fait, j'ai pris mon maillot de bain. Ouais. Si jamais j'arrive à casser l'eau des rivières, on sait jamais. Non, j'ai des grosses doudounes, j'ai plein de choses, mais en fait à ces températures-là, on sait pas très bien faire. Hein. Il y a des gens qui vivent, par exemple, des hivernages en Antarctique, mais ils ont des maisons, des endroits pour s'abriter. Moi, je vais être sous tente, j'ai rien pour me protéger. Donc c'est un peu, voilà, on a fait des essais, j'ai plein de vêtements, puis je vais tester des choses. Qu'est-ce que vous redoutez de plus? Vous y êtes jamais allé en Sibérie, hein? Alors, vous dans ces m'avez dit tout à conditions l'heure, aussi vous êtes froides, déjà allé non, dans des pays assez froids, mais pas la Sibérie. Non. Qu'est-ce que vous redoutez de plus? Le fait que je ne sente pas que je commence à geler. Parce que vraiment, ces températures, elles vous ankylosent, donc vous sentez pas les débuts de gelure, et tout d'un coup, vous regardez vos doigts, ils sont tout noirs, et ça, faut pas. Non, ça faut pas. Ouais, c'est... Et je sais pas, il y a des animaux, il y a des ours, il y a des loups. Alors, vous les allez ours, faire ce comment? serait vraiment pas de bol, parce qu'il faudrait que je sois descendu très très bas, vraiment très fin. Alors, si j'en rencontre un, je suis très très mal, parce qu'il a très très fin. Ouais. Il y a des loups, potentiellement, des meutes de loups, pareil, ils ont très très faim. Voilà. Le plus dur, parce que vous y allez quand même pour ça, pour le cerveau, c'est le chaud ou le froid? C'est le chaud, dans le sens que le froid peut ankyloser, mais le chaud peut vous faire fondre les cellules graisseuses du cerveau, les cellules gliales, très Ah, rapidement. moi, c'est étonnant, je pensais que c'était le froid. Alors le froid, il va vous geler, mais il va pas attaquer directement le cerveau. Alors que le chaud, lui, si vous oubliez de mettre votre chapeau, c'est le fameux coup de chaleur, ça peut aller très vite. Et là, vous grillez physiquement votre cerveau. Ça fait pas du bien, quoi. Et quand vous rentrez d'expédition, vous livrez toutes les informations de votre cerveau à une équipe scientifique qui les analyse. Et que disent les premiers résultats?
Là, là, on voit les images. Quand vous rentrez, vous allez dans un scanner, il regarde votre cerveau et il voit ce qui s'est passé dans le cerveau dans les conditions extrêmes. Pour l'instant, il cherche toujours le cerveau. Mais Je pense pas. Je pense pas. non, on a fait plusieurs IRM et tous les résultats seront commencés à analyser à la fin des 4 milieux. Donc on ne sait pas encore ce que sont les résultats. Et comment ça se passe? Vous avez des capteurs tout le temps? Alors non, pas tout le temps. Ce qui est important, c'est les IRM qu'on fait avant et après. C'est une sorte de cartographie du cerveau pour voir comment. Voilà, j'y vais avant, j'y vais après, et comme ça, on va pouvoir voir l'évolution du cerveau, la modification physique du cerveau, physiologique. Est-ce qu'il y a des nouvelles connexions qui se sont créées, de nouvelles zones qui se sont transformées. Puis sur place, j'ai des capteurs que je vais porter ponctuellement, des exercices à faire, des tests. J'ai aussi des petites gélules que j'avale, qui donnent la température centrale, des systèmes qui mesurent mon système cardiaque, pour voir finalement comment ma physiologie évolue. Ça les envoie en direct ou alors Non, parce que j'ai aucune communication avec l'extérieur. Donc j'emmagasine tout et je ramène ensuite avec l'espoir que je ne vais pas perdre les données en chemin, quoi. Et s'il se passe un truc grave? Je dois me débrouiller. C'est vraiment le principe, je n'ai aucune communication avec l'extérieur. Un téléphone satellite? Non, rien. Mais ça, c'est vraiment le principe de l'expédition, c'est de questionner cette Mais capacité. ça, c'est fou. Ça, c'est un peu fou quand même. Oui, mais une personne qui vit une situation de crise dans la vie de tous les jours, ça arrive malheureusement à tout le monde, à un moment donné ou un autre de sa vie, de vivre une situation qui le dépasse, il n'a pas un bouton pour arrêter l'expérience parce que c'est trop dur. Donc il faut apprendre concrètement ce que ça veut dire de vivre une expérience. C'est combien de temps qui nous dépasse. Alors c'est chaque fois 30 jours, isolé dans le milieu, et puis c'est 4 fois 30 jours, donc avec 15 jours d'arrêt entre chaque milieu. Donc c'est vraiment un enchaînement successif qui, évidemment, et là j'ai l'air plutôt pas mal, mais j'ai perdu poids pas mal, j'ai perdu déjà une dizaine de kilos depuis le début de l'expérience, c'est très physique, c'est des hauts et des bas tout le temps, donc voilà, ça soumet mon corps et mon cerveau à des épreuves que je ne connaissais pas jusque-là, parce qu'on n'a jamais fait ça, d'enchaîner les milieux. Et le plus dur, c'est quoi? C'est la météo, la solitude ou les deux? C'est l'accumulation, solitude, météo, milieu versatile où tout peut arriver tout le temps. Quand on accumule tout ça, ça devient compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'il y a des moments où la solitude vous pèse forcément. Et là, on parle à son chapeau, on parle à son bâton, on parle aux arbres, on parle... Et vous leur dites quoi à tous ces gens? Je leur raconte ma vie. imaginaires et à la fin, ils en ont marre d'ailleurs. Et vous devenez fou? Pas poser la question. Non mais si vous leur parlez pas, vous devenez fou? Oui, clairement, aujourd'hui, on sait qu'une personne qui n'entend pas une voix humaine régulièrement va finalement s'auto-fermer sur lui-même. Ce côté d'entendre, de parler à haute voix, ça nous fait entendre un humain. L'humain est un animal social, il a besoin des autres, il a besoin d'entendre, de communiquer, de parler. Le fait que je parle à haute voix, c'est comme si une tierce personne me parlait. Alors oui, il y a un petit côté schizo quand même. Ah mais c'est différent de parler à haute voix, parce qu'on peut tous parler à haute voix devant son miroir, tout ça, machin. Et puis il y a autre chose que de parler à des lunettes. Oui, mais vous symbolisez, à un moment donné, vous avez besoin... Vous savez, il y a ce film Seul au monde avec Tom Hanks où il est sur une île déserte, il voit un ballon de football, il le transforme en humain. Parce qu'on a besoin de cette représentation. Un chapeau sur un bâton, ça ressemble à un humain. Vos lunettes, si vous les regardez, c'est quelque part, ça humanise quelque chose. Et en fait, c'est vrai qu'on a ce besoin de recréer quelque chose qui nous paraît... entre guillemets, normal, dans un milieu qui est fondamentalement anormal et pas fait pour vivre. Vous avez souvent eu peur? Moi, j'ai beaucoup peur. Je chéris d'ailleurs mes peurs. Parce que c'est des bestioles, de quoi? Alors de tout. Enfin, les peurs, c'est des alertes. C'est pas quelque chose qu'il faut refuser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai défaut dans nos sociétés, c'est qu'on refuse nos peurs. On n'ose pas les dire, on n'ose pas en parler, on les ferme. Alors qu'au contraire, il faut comprendre ces peurs. Et pour les comprendre, il faut les accepter. Ce mot acceptation, il est fondamental en expédition. Si on n'accepte pas ces peurs, les conditions, les difficultés, et qu'on les prend pas pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient, on s'en sort pas. Et quel genre de peur? Alors ça peut être des peurs qu'on crée soi-même. Par exemple, en Amazonie, on a cette fameuse peur des animaux des serpents, des dont on nous araignées. parle beaucoup. Finalement, c'est plus la peur de ce qu'on nous a dit, de ce qui arrive vraiment. Par exemple, les jaguars en Amazonie, tout le monde m'a dit, mais il y a des jaguars partout. Et que je demande au gars qui va tout le temps là-bas, ça fait 13 ans qu'il travaille dans certaines zones. Il me dit, mais les jaguars, tout ça. Je lui dis, alors t'en as vu combien en 13 ans? 6. Mais bon, en un mois, je devrais m'en sortir, quoi. Voilà, il y a plein de peurs primales qui sont créées par des idées reçues. Donc, il faut vraiment les analyser et comprendre que c'est pas forcément le problème. Et que, par contre, il y a d'autres choses. Par exemple, en Amazonie, ce qui tue le plus, c'est les arbres qui tombent ou les branches qui tombent. Voilà. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut en faire attention. Donc, voilà. Ces expéditions de l'extrême, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter à nous qui restons tranquillement en France? Globalement, ces expéditions, il faut les prendre comme des stress tests à des situations de crise. C'est des situations face auxquelles on se sent inopérant, ou qui nous dépassent,
où on doit comprendre une nouvelle manière de trouver des solutions et de s'adapter. Ben aujourd'hui, il n'y a plus une vie humaine sur notre planète qui peut se dire je vais passer de mon enfance à ma vieillesse sans avoir des choses qui vont se passer. Les entreprises aujourd'hui sont soumises à des tests très forts par rapport au changement. Il faut réapprendre à accepter le changement. Et voilà, on essaie de mieux comprendre, nous, ce que veut dire changer, ce que veut dire s'adapter aux nouvelles situations. Et si on le comprend mieux, on pourra mieux apprendre aux populations et surtout aux jeunes d'aujourd'hui qui vont être soumis à de plus en plus d'événements, et notamment climatiques et autres, à mieux s'adapter à ça. Parce que finalement, l'homme, il a toujours survécu à plein de choses, mais nous, société où on est en milieu tempéré, on a un peu oublié ce que c'est que l'adaptation. Et tout ça coûte de l'argent, c'est financé par des entreprises, j'imagine? Entreprise, je vous appelle. Actuellement, nous ne sommes pas encore financés totalement. Non, c'est un projet très complexe entre science, exploration et autres. Donc, on n'a pas encore trouvé tout le financement. Il y a Louis Baudin, le monsieur météo de TF1, qui est dans les coulisses. C'est notre parrain. C'est le parrain. C'est ça. Et vous faites un appel à des entreprises qui pourraient éventuellement vous En fait, donner de aujourd'hui, il faut que les entreprises se rendent compte qu'on a besoin de comprendre ce que c'est le changement. Et on va les aider pour ça. Donc, on espère qu'ils nous aideront aussi. Merci de regarder le quotidien juste avant la pub. Je parlais avec Christian Clot qui part en Sibérie où il va faire moins 60 pour une expérience qui s'appelle Adaptation. Et j'ai oublié. Vous faites aussi, vous participez aussi à ça. Voilà, je suis directeur de la collection et j'écris des bandes dessinées. Et celle-là, c'est spécifiquement adaptation parce que ça parle de Darwin qui a posé les bases de la théorie de l'évolution, donc quelque part de l'adaptation. Bon ben voilà, j'avais oublié d'en parler, on en parle maintenant. Merci beaucoup Christian. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voici l'équipe.